Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison de Sens Politique. Je vous remercie d'avance d'avoir été là et de nous avoir encouragés et également contribué à nos émissions. Cette semaine, on termine. Vous saviez, quand que si vous revenez dans les archives, on a commencé avec Sébastien Lemire, député du Bloc québécois. Eh bien, je termine en compagnie de Sébastien Lemire aujourd'hui. Bonjour, Clem. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Occupé, Oui. particulièrement occupé. J'ai de nouvelles responsabilités, on pourra y revenir. Uh-huh. Ce qui fait que ma courbe d'apprentissage est particulièrement intéressante, particulièrement élevée. Pour OK. le nommer, je suis maintenant porte-parole des relations avec les Autochtones. Oui, c'est ça. Je veux parler de ça, là. Et là, dans le contexte, on est plus loin, évidemment, que dans le partage du territoire puis dans l'affection que je peux avoir pour les Anishinabés de la région. On va plonger dans tout l'aspect des traités historiques, la reconnaissance, évidemment. Donc, suite au dialogue Attends un et peu, là. Attends un peu, là, avant de m'étourdir, là, avec toutes tes responsabilités partout, là. Là, je veux savoir, qu'est-ce qui a amené le fait que tu deviennes porte-parole des Ben, Autochtones? c'est un petit jeu de domino. Ma collègue qui en était responsable se retrouvait à renforcer ses responsabilités comme whip adjointe OK. et avait ce besoin-là. Et après ça, il y avait un besoin au niveau des affaires autochtones. La réflexion des François Blanchette, le chef du Bloc, ultimement, c'est qui peut faire ce travail-là, qui a la sensibilité, l'écoute aussi, déjà le réseau de contacts, puis aussi un défi qui m'a nommé, qui n'est pas banal, mais qui va être accepté par les communautés. OK. Parce que c'est effectivement, au niveau des affaires autochtones, ça demande effectivement une grande forme d'humilité, mais d'ouverture, mais de si tu es accepté, tu l'es, si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Donc, dans le contexte, c'est un peu ça, sa réflexion, c'est qui a la bonne approche pour le caucus du Bloc. Il sentait que c'était moi qui devais aller là. Après ça, j'ai Mais un est-ce que c'est collègue nouveau? qui va prendre l'industrie. C'est depuis le début, la mi-janvier, officiellement. OK, mais est-ce que c'est nouveau qu'il y a un porte-parole du parti du Bloc, là, Oui. qui se retrouve porte-parole aux affaires? Ça a toujours été. Ça a toujours été? Ça a toujours été, OK. mais c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai investi avec beaucoup de cœur parce que les besoins sont immenses. Et parce que, justement, dans l'étape où on est rendu avec la vérité et la réconciliation, de plus en plus, l'histoire doit être refaite. Doit être fait en tenant compte de la réalité autochtone. Et ça, c'est un défi qui est très important parce qu'on a notre regard, évidemment, historique de colonisateur, si vous me permettez l'expression, puis celui britannique est aussi très différent du regard français, mais comment cette perspective-là se met dans l'histoire et à partir de là, comment on fait un dialogue réel et comment on entame une réconciliation. Donc, amener cette sensibilisation-là est important. La comprendre, la prendre aussi pour ma part, ça demande aussi une grande forme d'humilité, de comprendre qu'il y a des éléments historiques qu'on s'est fait présenter qui peuvent avoir une autre version et qui est tout aussi valable et même peut-être davantage. Mais pour moi aussi, c'est comment qu'on partage notre territoire aussi en Abitibi-Témiscamingue. Je suis aussi le représentant du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc avec une affection particulière pour les Anishinabés. Et ça se matérialise, en tout cas, c'est dans certains enjeux, notamment Chalk River, on en avait parlé jadis, mais donc il y a un projet de centrale nucléaire à Chalk River de stockage des déchets nucléaires. Il y en a déjà eu il y a plus de 50 ans, donc ça, il fallait faire quelque chose là-dessus. Mais est-ce que ça a à devenir, sur le bord de la rivière des Outaouais, la poubelle nucléaire du Canada, parce que c'est un bassin d'1 million de mètres cubes qui va l'amener là. Donc, moi, je m'y suis opposé. Je l'ai fait avec notamment Len Simon et plusieurs chefs et représentants des communautés autochtones de l'Abitibi-Témiscamingue, jusqu'à Kidigan-Zibi et d'autres, parce que ça a un impact sur le territoire. S'il arrivait quelque chose dans cette usine-là, par les courants d'eau, c'est 95% de la population, en commençant par Gatineau, Ottawa, puis après ça jusqu'à Montréal, qui se retrouverait, 95% de la population du Québec qui se retrouverait impactée par des déchets nucléaires dans l'eau. Fait que c'est quelque chose qui, pour moi, est un absolument non-sens, mais on a des projets de loi sur l'accès à l'eau potable un peu partout, les comités de réconciliation, comment s'assurer que ça puisse être fait. On a pris la parole dans
différents éléments des études sur comment l'éducation chez les Premières Nations, d'abord historiquement, comment ça a été fait, mais aussi comment amener les sommes nécessaires à la prise en charge de l'autonomie des Premières Nations, l'autodétermination. On a eu un projet de loi sur la reconnaissance des nations métisses en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta. Dans le contexte, pourquoi c'est intéressant pour nous en Abitibi-Témiscamingue, c'est parce que nous, on a une frontière commune avec l'Ontario. Donc, s'il y a une reconnaissance en Ontario, ça impacte les Anishinabés de chez nous, qui, eux, la frontière Québec-Ontario est une frontière qu'ils ne reconnaissent pas. Parce que eux, c'était historiquement le bassin hydrographique et autour de la rivière des Outaouais, du lac Témiscamingue. Donc, il n'y a pas cette vision-là. Fait que si on reconnaît des métis de l'autre côté, bien, ça a un impact ici. Puis où ça a un impact aussi, c'est sur le partage des territoires, sur les territoires traditionnels de chasse, de cueillette, de pêche, mais aussi sur le partage de redevances, sur des projets sur les territoires. Est-ce que la tarte doit être divisée en, comme la loi actuelle le dit, s'il y a un impact parce qu'il y a un camion qui se rend proche d'Ottawa de minerais sur un projet minier dans l'est de l'Abitibi, est-ce que on doit absolument compenser cette communauté-là? Mais la loi, ce qu'elle dit, c'est est-ce que vous vous sentez brimé? Bien, si oui, la minière va vous compenser. Donc, évidemment, on a un avantage, une confrontation avec les Autochtones dans la façon que la loi est rédigée. Ça me questionne énormément. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Évidemment, tout l'aspect des femmes perdues ou assassinées, disparues. Historiquement, chez les Autochtones, ça touche particulièrement en milieu urbain. Les Autochtones, justement, en milieu urbain, qui aimeraient avoir une meilleure reconnaissance du gouvernement fédéral. Et je peux continuer encore longtemps. Vous voyez comment la dynamique, elle est puissante avec les communautés autochtones, mais il y a vraiment une redéfinition de ces relations-là. J'ai été à Toronto, PDAC, la semaine dernière, et on le voit pour l'industrie minière, comment là, c'est un incontournable maintenant de bien s'entendre avec les communautés et d'avoir des relations gagnantes, basées non plus juste sur la confiance, parce qu'historiquement, évidemment, la confiance des Autochtones se sont fait avoir plus souvent qu'à leur tour, mais sur des données empiriques, sur la protection de l'environnement, il y a énormément de rigueur de ce côté-là, du côté autochtone, puis ça vaut la peine de s'en inspirer. Donc, on peut regarder vers l'avant à travers ça, mais dans une approche commune. Et c'est tout ça que j'ai assimilé, que j'assimile dans les dernières semaines et qui m'occupe beaucoup la pensée, la charge mentale de tout ça, comment bien faire un rôle tout en étant, comme je disais tantôt, très humble là-dedans, parce que mon rôle est un rôle aussi d'écoute et de porte-parole des revendications des communautés autochtones. Fait que dans le fond, si je comprends, tu es la voix des Autochtones qui sont peut-être peu ou mal entendus par le gouvernement en poste au fédéral. C'est notamment comme ça que moi, je l'aborde. OK. Une autre personne pourrait l'aborder différemment, mais particulièrement dans un comté comme le nôtre avec les Anishinabés qui ont souvent été une nation qui n'a pas toujours pris sa place. C'est un peuple qui est très respectueux, très docile. Et qui c'est pas un peuple guerrier, conquérant, comme bien d'autres nations. Et dans le contexte historique, il y a quand même des éléments que ça amène une certaine forme de nouveau momentum, puis que moi, j'ai le goût de faire entendre. Puis on peut prendre l'exemple, puis je fais un clin d'œil à ma sœur Caroline et le projet Ménage-Chine. Il y a déjà, depuis plusieurs années, des réflexions vraiment intéressantes sur le patrimoine autochtone. Au niveau de la langue d'Anishinabé, mais aussi du culture, de l'oralité, du partage du patrimoine, aller chercher des photos, de pouvoir mettre en archive tout ça et construire cette réalité-là par une exposition qui a été même en première à l'UNESCO à Paris, qui a les sommets de Miadja et autres. Donc, ce dialogue-là en Abitibi-Témiscamingue est fort, il existe et doit se poursuivre. Puis effectivement, comme député local, mais aussi comme porte-parole des affaires autochtones, c'est intéressant de s'y inscrire. Est-ce que pour toi, c'est partout au Canada que tu es porte-parole? Oui? Oui, comme député fédéral, OK. effectivement. C'est sûr que donc, mon cœur est particulièrement ici, oui, avec un intérêt comme député du Bloc québécois un peu plus fort sur ce qui est au Québec. Si je prends, il y a je reviens sur le projet de loi C-53 sur la reconnaissance des nations métisses en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta. Donc, évidemment, ceux du Manitoba sont reconnus et c'est dans la Constitution. Les autres, il y a un débat qui est fait. Pour les Autochtones du Québec, on ne reconnaît pas les nations métisses. Donc, ça va de soi que ma position s'appuie sur eux. Reste que c'est des débats qui sont importants. C'est des gens qui vont vivre quand même selon les façons traditionnelles, qui peuvent avoir leur propre langue, qui peuvent avoir leurs propres habitudes, leur territoire et autres. Donc, c'est des débats hautement sensibles
qu'on aborde dans ce contexte-là. Mais moi, ma position est évidemment celle d'un député du Bloc. Et si c'est bon pour le Québec, on est en faveur. Si c'est pas bon, on est contre. Bien, ça s'applique aussi particulièrement à la relation avec les Autochtones. Mais là, si je comprends bien, c'est que tu vas recevoir les revendications de chaque communauté autochtone et tu vas les amener dans ton parti pour pouvoir ensuite les partager ou débattre sur ce point-là à la Chambre des communes? Bien, notamment, ça va se faire dans différents projets de loi. Dans les prises de position, on va avoir un regard particulier sur nos réalités, soit du territoire Anishinaabe ou du territoire québécois, mais c'est en comité particulièrement. Okay. On a la chance en comité d'amener des sujets d'études. Moi, celle que j'ai voulu amener donc prochainement, on parle peut-être pour le mois de mai ou juin, bien, c'est pourquoi dans un budget. Puis là, le budget va être le 16 avril au niveau fédéral. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il annonce toujours à chaque année des sommes très importantes, particulièrement chez les Autochtones. Mais la réalité, c'est que ces sommes-là sont souvent pas dépensées. Pourquoi? Parce que les programmes sont trop lourds, ne s'ajustent pas à la réalité autochtone, que ce soit en logement, que ce soit pour les écoles ou ailleurs. Donc, on annonce des financements très importants, mais la réalité, c'est que l'argent n'est pas décaissé, donc revient au trésor. Donc, il y a comme un peu, on poursuit un déficit, finalement, tu prends l'argent qui n'est pas dépensé, qui revient, ça va très bien au gouvernement fédéral, ils ont énormément d'argent. Ils peuvent se dire aux provinces, non, on ne vous transfère pas d'argent en santé, on n'a pas, regarde, on vient de faire 40 milliards de déficit, c'est ce qu'on vient d'annoncer. Mais dans ce qui revient par les programmes non utilisés, et dont la plupart, en tout cas le ministère d'où ça revient beaucoup, c'est celui des relations avec les Autochtones ou des services aux Autochtones. Et ça me questionne énormément. Parce que sur le terrain, les besoins sont là, particulièrement lorsqu'on parle de logement. Il y a encore cette réalité-là de 2, 3, 4 familles qui peuvent vivre dans un même appartement, avec des rondes de nuit sur les divans pour pouvoir donner les accès au lit. Et si tu n'as pas ce logement-là, ben c'est difficile pour les enfants de se concentrer pour l'école. C'est difficile pour les enfants de préparer leur avenir. C'est difficile d'avoir des services adéquats en santé, en orthophonie ou tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rattrapage à se faire au niveau des conditions de vie des Autochtones. L'exemple qu'on a de Pikaugan est une communauté qui est particulièrement bien prise en charge, qui a des besoins aussi, mais ce n'est pas la réalité partout. La bonne collaboration qu'ils ont avec la ville d'Amos, notamment, il y a tellement de beaux exemples qui est donné d'échanges, de partage avec, entre les Abitibi-Winnie-Pikaugan puis la ville d'Amos, mais ce n'est pas la réalité partout. Est-ce que ça va t'enlever du temps pour faire réellement ton rôle de député? Bien, ça fait partie de mon rôle de député. C'est intégral. C'est ce que j'ai dans mes responsabilités. Mais député en tant qu'ici, au Québec, en Abitibi, là. Ce que j'aimais de l'industrie, c'est que c'était aussi une voie d'entrée pour l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup d'études que j'ai pu amener à l'industrie, que c'était la pénurie de la main-d'œuvre notamment, qui est un enjeu très fort à l'Abitibi-Témiscamingue. Quand on a parlé des minéraux critiques stratégiques, évidemment l'Internet à haute vitesse et plusieurs autres sujets, j'avais une voix là pour parler des enjeux de la région. Ces enjeux-là demeurent. Est-ce que ça va se faire à travers les relations avec les Autochtones? Bien, c'est sûr que mon regard va être un peu plus proche des enjeux des Premières Nations, mais je demeure un député local et régional. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Puis mon approche, bien, si je peux rendre, par exemple, ben, il y a un budget qui s'en vient. Ben, on a les revendications du Bloc québécois, évidemment, que j'appuie. Mais j'aime avoir le regard. Qu'est-ce que je revendique spécifiquement pour ma région? Parce que c'est pas évident d'attirer l'attention d'Ottawa vers l'Abitibi-Témiscamingue. Le regard d'Ottawa, là, c'est la région de Toronto. En plus, on sait que les prochaines élections risquent de jouer là, dans la grande Great Metropolitan Toronto. Et ça a un impact. Et les programmes vont être axés vers là. Tout l'aspect, pourquoi ils contestent la loi 21? Bien, parce qu'il y a des gains politiques à faire en Ontario, là, en disant, hey, le Québec, ils sont des racistes, puis nous autres, on vous reconnaît, vous avez le droit à tout l'aspect de votre vie. Il n'y a aucun rapport. L'Ontario n'a pas à se mêler de ça, le fédéral n'a pas à se mêler de ça, mais la conséquence, elle est là. Moi, j'essaie d'attirer l'attention vers l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a plusieurs moyens qui existent pour le OK. Le temps file. On va parler d'un autre sujet. Tu veux me parler de la sécheresse des agriculteurs cette année avec, l'année dernière plutôt, avec les feux de forêt. Il y a eu les changements climatiques également. Ça n'a pas aidé. Alors, il y a eu un gros débat dans la société ici en Abitibi-Témiscamingue où l'UPA est allé au front et dire ils sont pas contents du peu qui est revenu ici là, en Abitibi. Donc. Tout à fait. Puis je souligne cette initiative-là comme celle aussi des initiateurs de la lettre rouge que j'ai accueillie à la Chambre des communes au mois de décembre dernier pour faire une rencontre avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lawrence McCauley, avec aussi son secrétaire parlementaire qui est Francis Drouin, sur la réalité qui est vécue. Et là, ce qu'on se rend compte plusieurs mois plus tard, avec
la tempête parfaite, là, du gel hivernal, des feux de forêt et de la sécheresse, il y a eu énormément d'impact. Et là, les données semblent, qui sont prises pour le remboursement des producteurs, créent beaucoup de frustration, d'insatisfaction, je dirais même de rage. C'est ce qu'on voit cette semaine particulièrement. Et ça me préoccupe. Et là, il faut relancer vers des solutions. Des solutions qui vont pouvoir être à leur avantage, notamment de revoir les grilles de calcul. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a utilisé une grille de calcul qui va être combien de superficie de territoire un producteur est allé faucher versus le nombre de balles de foin récoltées. Bien, si le producteur a pris juste une partie de son lot qui avait beaucoup de foin, mais le 3/4 qui n'a pas été utilisé parce que la quantité de foin n'était pas suffisante, bien, ça fait en sorte que son rendement en termes de productivité va être complètement biaisé. Parce qu'on devrait le faire sur l'ensemble d'une terre et non juste la superficie qui a été ramassée. Parce que les autres disent, voyons, ça va bien en Abitibi. Il n'y a pas de problème. Regardez, nos statistiques sont bonnes, ils ont une bonne production de nombre de balles de foin. Ouais. Mais ça ne tient pas compte de la réalité de l'ensemble des producteurs. Et il y a certains producteurs, en fait, ce qu'on voyait sur les médias sociaux, 15 000 $ payés de franchise, on reçoit 15 000 $ en dédommagement. C'est complètement ridicule. Ça veut dire qu'en bout de ligne, il n'y a pas eu d'aide qui a été donnée. C'est près d'une centaine de fermes, là, concrètement, qui seraient menacées, en tout cas, qui réfléchissent à fermer en ce moment. On parle de 30 % du cheptel, donc des animaux qui sont vendus par les producteurs, particulièrement en Abitibi-Ouest, mais ça touche la région de Barrault aussi, dans la MRC ici, la MRC de Rouyn-Noranda, particulièrement dans le coin de Montbrun, qui ont vécu fortement cette sécheresse-là. Et les programmes qu'ils payent, qui est payé en partie par le fédéral, n'ont pas répondu aux attentes des producteurs. Puis ça fait en sorte que ça impacte énormément les producteurs, la quantité de foin qui va être fournie aux animaux conséquemment et tout ça. On est vraiment dans un mode survie. Puis les programmes gouvernementaux ont échoué. Et c'est ça qu'on veut relancer aussi cette semaine puis prochainement, notamment avec l'UPA, parce que c'est la survie même de notre agriculture qui se retrouve menacée. Puis avec l'hiver qu'on a eu, je suis très inquiet. Le manque de neige, de quantité de neige dans les forêts fait en sorte que peut-être que ce qu'on a vécu avec les feux de forêt, on va le revivre cette année. Et si nos programmes ne sont pas adaptés pour nos entrepreneurs forestiers, ne sont pas adaptés pour nos entrepreneurs agricoles, bien, on va revivre ces situations-là. Parce que les programmes en agriculture sont dans une échéance 2023-2028. Puis on n'a pas pensé à l'impact des changements climatiques que ça aurait sur les producteurs agricoles et sur leur production. Fait qu'il n'y a pas de programme de compensation. On se fiait au programme Agri, puis ce qui existe actuellement. Puis là, ça a échoué en Abitibi-Témiscamingue. Notamment parce qu'on ne reconnaît pas les bonnes dates de culture. On se fie au sud du Québec, mais nous autres, notre saison, elle commence 2-3 semaines, un mois plus tard. Fait que si on se fie tout sur ces données-là, parce qu'il y a eu une grosse pluie le 1er mai, rendu au fin de juin, tout ça n'existe plus après les feux de forêt. Là. Mais non, le 1er mai, puis les dates du 1er mai au 30 juin. Fait que vous devez avoir reçu tant de millimètres de pluie, vous êtes correct pour avoir une bonne saison de récolte. C'est pas de même ça s'est passé. Puis l'impact est direct sur le terrain. Puis ça, il faut que ça change. Mais c'est pas une responsabilité du Québec, ça, en majorité? C'est une responsabilité partagée. OK. Et souvent, ce qui arrive, c'est que, comment que le programme est fait, le fédéral va investir de l'ordre de 60 % des financements publics. Et le Québec va donner au fédéral ses directives. Et Québec va faire les dépenses, administrer le programme et appliquer les directives d'Ottawa et de faire les détails. Donc, ça a un impact. Évidemment, chacun se renvoie la balle. Puis ça, c'est ce qu'on a compris quand, justement, avec les producteurs de la lettre rouge, les initiateurs de la lettre rouge, c'est ce qu'on a compris. Parce que le ministre, il fait, oui, ce que vous me dites, ça a bien du sens. Nous, on a donné les directives, ça fit. Mais du côté de Québec, il dit, nous autres, Ottawa ne nous permet pas de le faire dans les balises qu'ils nous donnent. Et ça, moi, ça m'écoeure. Parce que le résultat est qu'il y a des producteurs qui sont sur le bord de tout lâcher, qui sont découragés, qui sont enragés parce qu'ils n'ont pas le revenu pour lequel ils ont payé comme assurance, qui leur permet de survivre comme entreprise agricole dans un contexte qu'ils n'ont pas demandé. Et c'est extrêmement fâchant. Et à un moment donné, il va falloir créer des programmes ad hoc et ça, c'est possible de le faire. On réfléchit à différentes solutions. Une de celles-là qu'on veut voir si elle est possible de mettre de l'avant, est-ce que des crédits d'impôt pour des producteurs qui ont été obligés de vendre des animaux, qui ont vécu la sécheresse ou des inondations. Ça s'est vu par le passé, ça se voit actuellement dans les Maritimes et pour l'Alberta. Est-ce qu'on pourrait être éligible à ça en Abitibi? C'est une des démarches qu'on explore présentement
pour pouvoir donner un coup de main. Puis je pense que c'est la multitude de ces coups de main-là qui va pouvoir faire la différence. Est-ce que tu fais des consultations publiques auprès des agriculteurs pour voir qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas fait sous forme de consultation publique, mais on a des ressources dans l'équipe, notamment Martin Bellavance, mon chef de bureau, Christian Rivard. On est très proche des agriculteurs. Il y a beaucoup de dialogue, particulièrement dans le contexte justement de la lettre rouge, mais aussi dans le contexte, comme ces agriculteurs-là, on les a accompagnés à Ottawa. L'invitation est donnée à l'UPA aussi, Pascal Roux. Je l'ai relancé, on s'est parlé plusieurs fois pour pouvoir venir rencontrer le ministre McCauley sur cet enjeu-là. Notre contact de terrain, il est proche. Là. Beaucoup d'échanges avec plusieurs producteurs. Mon collègue Yves Perron est venu il y a à peu près un mois. Donc, on a eu ces échanges-là aussi avec des producteurs qu'on est allé voir. Des bonnes nouvelles aussi. Hein, dans la communauté de Palmarol, il y a eu 3 producteurs Holstein qui ont été reconnus comme maîtres éleveurs. C'est exceptionnel. Là. Il y en a une douzaine au Canada par année. On en a 3 dans un village, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est absolument fantastique. Malgré le contexte, il y a des bonnes nouvelles quand même, il faut les nommer. Mais il y a beaucoup d'échanges sur le terrain. Et c'est pour ça que je vous dis que la détresse psychologique, elle est encore plus élevée dans ce contexte-là où la rentabilité était déjà difficile. Mais là, on a attaqué le cœur du producteur. La qualité animale et la fierté. Là. Fait qu'il faut des actions. Et les gens se sentent insultés parce que les programmes pour lesquels ils cotisent de façon importante, parce que je me rappelle bien les chiffres, là, 36% le fédéral donne un montant, les producteurs donnent une partie, le provincial aussi. Là. Fait que il faut que ça fonctionne. Si les programmes ne fonctionnent pas, il faut reviser les programmes. Mais avant de reviser les programmes, ça prend quand même des revenus qui rentrent dans les poches des producteurs pour assurer leur continuité. Bon, excellent. Maintenant, il y aura une visite de François-Philippe Champagne, qui est le ministre fédéral de l'Industrie. Oui, en région, il y a eu? Il y a eu. OK. Et des gens de toute la région ont été invités. Je souligne particulièrement la Chambre de commerce ici et différents projets d'Amos, comme de Val-d'Or, comme de l'Abitibi-Ouest, comme de Rouyn-Noranda. Ça s'est passé du côté de Rouyn-Noranda parce que pour les raisons de logistique, des gens du Témiscamingue aussi étaient présents. Donc, d'abord, on a visité l'UQAT, l'IRM, tous les projets en développement, puisque François-Philippe est ministre de l'Industrie, mais aussi des sciences et de l'innovation. Donc, tout ce qui se fait par la création de nouveaux médias, l'éducation à distance et autres. On est allé au CETRI, le Centre technologique pour les résidus industriels, l'innovation qui se fait de ce côté-là. Parce que des montants, évidemment, eux, dans leur subvention de recherche, se tournent aussi vers le fédéral. On a rencontré les gens de la ville de Rouyn-Noranda, le défi aussi de la qualité de l'air, la canopée des investissements qui peut se faire. De ce côté-là, c'est une revendication qu'on fait du côté fédéral puis qui est portée par la ville. Mais le cœur de ce qu'on voulait organiser, parce que c'est particulier comme démarche. Hein. Moi, député du Bloc québécois, j'ai invité mon homologue, enfin le ministre de l'Industrie avec qui j'ai voyagé. Là. Je suis allé avec lui au Japon, en Corée. Je suis allé du côté de Washington, je suis allé du côté de Londres aussi. Et notamment, ça l'a porté sur la vente des minéraux critiques stratégiques, d'attirer des investisseurs étrangers vers le Québec et vers le Canada. Et on a vu les investissements dans Stellantis, dans Volkswagen, dans Nordvolt, mais aussi POSCO, qui est venu dans différentes usines de transformation. Moi, ce que j'ai nommé à François-Philippe, c'est que ce que tu nommes à l'international, ce que tu vends du Canada, sache que ça se passe chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Le talent, l'expertise, la construction des mines, si on veut innover dans les procédés, ça se fait par l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on l'a ici. Ce qui se fait dans les travaux du CAT, comme je disais, et du CETRI. D'abord, on a les ressources, notamment du lithium et bien d'autres, le nickel. Hein, Dumont Nickel est en train de développer ce projet-là. Il y a des belles annonces qui se font ces temps-ci. Mais il faut encourager cette expertise-là qui se fait en Abitibi-Témiscamingue et miser sur la transformation, miser sur la propriété des ressources. Et quand on investit des milliards à la fin de la chaîne, si on n'a pas développé un produit comme, admettons, le lithium et développé toute la chaîne d'approvisionnement, puis qu'en bout de ligne, le lithium qui se fait en Abitibi-Témiscamingue va être exporté aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on ne s'aide pas dans la production de notre chaîne de batterie. Puis si on arrive à la fin puis on n'est pas prêt, les usines comme Nordvolt ou Stellantis ou Volkswagen vont acheter du lithium de la Chine. Et ça ne fonctionne pas, surtout que leurs stratégies commerciales sont violentes. Là actuellement, Sayona a procédé à beaucoup de mises à pied, une quinzaine de mises à pied parmi ses hauts dirigeants, notamment parce que l'expansion qu'ils voulaient faire, ne se fera peut-être pas parce que le prix du lithium a chuté.
Fait que ça, c'est que ça me questionne énormément. Ça, c'est une stratégie commerciale de dumping des prix fait par la Chine qui contrôle un marché. C'est très habile, là. Il y a beaucoup d'investissements, ça coûte cher, tout le monde est pris à gorge là-dedans, mais a une perspective long terme, fait chuter les prix ils déstabilisent le marché, puis après ça, la Chine va pouvoir racheter pour une bouchée de pain leurs concurrents. Donc, il faut réfléchir à ça, ça a de l'impact en Abitibi-Témiscamingue. Il faut renforcer ces chaînes-là, mais miser sur de la transformation à proximité de la mine, pour moi, ça fait partie de la solution. J'ai voulu sensibiliser François-Philippe Champagne à ça dans une opération séduction dans laquelle les gens sont venus lui parler. On a parlé de la zone d'innovation minière de Rouyn-Noranda et des besoins que ça peut occasionner, mais aussi des opportunités de rayonnement à l'international et tout le potentiel que ça a. Donc, les gens de la ZIM ont été présents, des gens pour sensibiliser sur différents projets, mais un échange avec les gens, les constructeurs de mines, les femmes qui travaillent dans les mines. Ça, c'est ce qui était particulièrement intéressant parce que plusieurs des personnes qui ont pris la parole dans cette grande assemblée-là, peut-être 70-80, des gens qui travaillent dans l'industrie, ceux qui ont pris la parole, c'est beaucoup des femmes. Ça, j'étais particulièrement fier. 48e Nord et d'autres, la Chambre de commerce de Val-d'Or et d'autres femmes qui ont pris la parole pour représenter l'Abitibi-Témiscamingue et les besoins qu'on a. Donc, François-Philippe a bien saisi, je pense, ces messages-là qui étaient donnés par la région et j'espère que ça créera dans tous les échanges d'affaires qu'il y a l'opportunité de dire « Hey, ça vaut la peine d'investir en Abitibi-Témiscamingue parce que notre écosystème, d'abord, il est très fort et il peut être renforcé. » Mais c'est aussi investir, mais investir de façon intelligemment en protégeant aussi notre environnement. Tout à fait. Non, mais ça, tout à fait. Mais le développement des mines, maintenant, ne se fait plus de façon aussi cavalière que c'était. Je te dis pas que toutes les mines sont parfaites, mais il y a plusieurs exemples dans lesquels on voit un investissement qui se fait avec la communauté, des investissements importants au niveau de l'innovation, au niveau des relations avec les communautés autochtones. Les projets se font en amont de cette façon-là. Eldorado en est un excellent exemple là, du côté de Val-d'Or, avec Nico Eagle aussi, comment cette proximité-là se fait en amont et d'échange et de dialogue, on atténue les impacts environnementaux que ça peut avoir. Tu sais, si on prend aussi même l'expertise de l'UQAT, moi, il y a une petite boîte qui me fascine à chaque fois que je vais visiter ça. Je suis allé avec la ministre, qui était la ministre de Développement économique Canada, Pascal Saint-Onge, à ce moment-là, et avec François-Philippe Champagne il y a quelques semaines. Puis, ils mettent dans une boîte des roches sur un site minier et ils font évoluer très rapidement l'impact de dégradation qu'il peut avoir sur un site. Et là, on est capable de prévoir dans 50 ans quel va être l'état de la dégradation pour pouvoir commencer à travailler en amont un site avant même que va commencer l'exploitation de la mine. Donc, si c'est une question d'un acide plus grand ou d'un pH trop élevé ou trop faible, on est capable de le renforcer avant même la construction de la mine. Okay. Et ça a un impact environnemental qui fait toute une différence. Il y a plusieurs projets de restauration des sites, puis ça, plusieurs réfléchissent. L'UQAT, encore une fois, puis même en lien avec l'agriculture, les compagnies minières qui développent des sites ont l'obligation de restaurer. Et souvent, ce qui est dangereux, c'est les sites qui ont été laissés à l'abandon. Donc, si une mine vient voir le potentiel, parce que maintenant que la technologie, on peut aller plus profondément, on peut aller aussi sur les côtés, bien, on revise un site, bien, on va le restaurer en même temps. Et ça, il y a des gains à faire du côté de l'environnement qui sont gagnants. Mais je pense qu'effectivement, notre histoire de développement est très proche de l'industrie minière. Puis moi, je suis de ceux qui s'inscrivent que si on veut réaliser des changements, la lutte au changement climatique, si on veut pouvoir lutter contre la déréglementation climatique, bien, il va falloir changer nos pratiques. Et pour ça, bien, on a besoin des minéraux, particulièrement les minéraux critiques et stratégiques, comme le lithium, comme d'autres. Le cuivre en est un excellent exemple. Puis l'Abitibi-Témiscamingue peut contribuer à ça. On a fait le tour de notre première partie. On va prendre une petite pause et on revient pour la suite où on va parler des attentes du budget qui s'en vient le 16 avril prochain au fédéral. De retour en studio avec Sébastien Lemire, député du Bloc québécois. Là, maintenant, Sébastien, on va aller parler pas du budget, mais plutôt des attentes du Parti québécois face au budget. Mais j'aimerais faire une petite introduction par rapport à... J'ai dit quoi? Le Parti québécois. J'ai dit ça, moi? C'est un lapsus que j'ai même déjà fait en chambre. Oui, t'es tout à fait pardonné. Mais ça se ressemble. Mais ça se ressemble. Ben, ça se ressemble dans les mots.
je veux dire, il y a beaucoup d'affinités, mais effectivement, mon rôle est du côté d'Ottawa avec le budget fédéral qui s'en vient. Oui, c'est ça. Alors, je vais faire une petite introduction par rapport à ça. Alors, comme je le mentionnais, le budget fédéral va être présenté le mardi 16 avril prochain par le ministère des Finances qui a annoncé le tout le 4 mars dernier. Et là, la ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré par communiqué ceci. Notre plan économique consiste à construire plus de logements plus rapidement, à rendre la vie plus abordable et à créer davantage de bons emplois. Elle a également insisté sur la promesse d'Ottawa de trouver le juste équilibre entre des investissements visant à soutenir les Canadiens et une prise d'action responsable d'un point de vue fiscal. Elle énonce aussi nous avons exposé dans l'énoncé économique d'automne des balises fiscales et nous allons les respecter, a assuré la ministre au sujet du budget 2024. Alors, le 5 mars dernier, le Bloc québécois sortait justement ses attentes. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de ces attentes-là. Et d'ailleurs, toi, tu as demandé à ton parti qu'il y avait 5 attentes que tu voulais vraiment qu'il se passe en Abitibi-Témiscamingue. Oui, bien d'abord, je vais me permettre une certaine mise en contexte. Parce que je pense que c'est important de présenter quand que la ministre Freeland parle de fiscalité responsable et autres, bien, il y a une grande peur de la montée des conservateurs, qui est particulièrement vrai dans le Canada anglais, qu'on retrouve moins au Québec, mais qui a quand même beaucoup d'impact dans ce qui se passe. On est aussi dans un contexte dans lequel les taux d'intérêt sont encore très élevés. La Banque du Canada a décidé cette semaine de les maintenir. Beaucoup d'inflation. Le panier d'épicerie coûte très cher pour les gens et ça a un impact. Donc, la montée politique des conservateurs et les taux d'intérêt élevés fait en sorte que le budget va être un budget que moi, je m'attends qui va être un peu quasi dans un esprit d'austérité, dans lequel il n'y aura pas d'investissement généreux dans des endroits. Comme on a pu sentir du gouvernement libéral durant plusieurs années, parce qu'il est très critiqué de cette façon-là d'avoir investi beaucoup dans l'économie, parce que ça, c'est un des éléments qui a causé l'inflation et qui étouffe un peu tout le monde actuellement. C'est un phénomène qui est mondial. Est-ce que les libéraux sont à blâmer de tout ça? En partie, oui, mais ils n'ont pas le monopole de la responsabilité de ça. Mais du côté de Poilievre, l'accusation, elle est directe et constante. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement libéral de dire, dans ce contexte-là où on sent que la reprise économique se fait quand même bien et de l'impact de ça est atténué? Moi, je m'attends peut-être même dès la prochaine annonce, d'ici un mois ou deux, même d'une commencer à diminuer les taux d'intérêt. Donc, les libéraux, à mon sens, jouent un jeu politique. Ils vont pouvoir montrer qu'ils ont serré la ceinture, mais qu'ils ont donc bien géré cette crise-là quand les effets se voient déjà. Et comme je dis, c'est un contexte qui est mondial. Pour arriver dans le prochain budget de l'année prochaine, dans une année là où on va être à quelques mois des élections, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des élections cette année. Je pense que ça va aller au bout de notre mandat de 4 ans. Donc, on parle davantage en octobre 2025. Les ententes avec le NPD ont amené des éléments qui est plus d'empiètement dans les compétences du Québec, avec des annonces au niveau de l'assurance médicaments, de l'assurance santé. Et tout ça est dans le cours du Québec. Et moi, un des messages du Bloc québécois, arrêtez d'empiéter dans les compétences du Québec, transférez l'argent si vous voulez y aller dans ces assurances médicaments, santé ou dentaires-là, mais c'est déjà en partie à Québec. L'argent que vous voulez mettre, c'est pas avec un logo de la feuille d'érable qui est là-dessus, c'est des choses qu'on fait déjà et qui se dédoublent au Québec. Mais c'est-tu parce que, on s'entend que le fédéral, c'est le pays au complet. Est-ce que c'est le fait qu'on regarde ce qu'il fait au Québec puis on décide qu'on veut le promouvoir partout au Canada? C'est-tu un peu ça, cette ingérence-là? C'est sûr que ça a un aspect, mais le NPD se fout des compétences du Québec et le fédéral veut s'immiscer partout. Donc, oui, ça a une conséquence. Ça a une conséquence qui est plate parce que le fédéral ne fait pas sa job dans les responsabilités qu'il a. Et c'est problématique. Donc, il y a cette peur-là des conservateurs et il y a l'opportunisme politique de dire, regarde, on économise de l'argent beaucoup cette année, on va aspirer l'argent, on va la garder pour nous autres, mais l'année prochaine, on va distribuer nos cadeaux à l'approche d'une élection parce qu'on va dire qu'on a tellement bien géré les choses que maintenant, on a de l'argent disponible. Donc, je trouve ça un peu douteux.
mais ça fait partie du jeu politique qui a toujours fonctionné. Donc, je m'attends à un budget plutôt austère qui va vouloir plaire à un électorat conservateur, essayer de baisser la chute de ce côté-là, mais après ça, de montrer, hey, on a tellement bien géré que maintenant, il y a beaucoup d'argent disponible. À suivre de ce côté-là. Par contre, je pense que nous, il faut être constant là-dedans et d'amener nos revendications. Évidemment, on a une pensée toujours, depuis que je suis élu en 2019, les transferts en santé, le respect des compétences du Québec. Ça en fait partie parce que les gens sur le terrain ont des besoins. Et si l'argent reste à Ottawa et n'est pas distribué, ben, ça a un impact sur les gens sur le terrain. Je pense aussi à nos personnes âgées. Pour moi, ça, c'est un aspect qui est fondamental. Est-ce qu'on peut être plus généreux envers nos personnes âgées? Bien, le gouvernement fédéral a échoué. Il a même créé 2 classes d'aînés pour ne pas être généreux envers les aînés de 75 à 74 ans, dans lequel il n'y a pas de budget supplémentaire. Mais comme je disais, le panier Attends, tu as dit entre 75 et 74? 65 et 74. 65 et 74. L'aide qui a été offerte par le gouvernement libéral depuis quelques années est uniquement donnée aux 75 ans et plus. Donc, on a créé 2 classes d'aînés. Et les aînés qui ont pris leur retraite, qui ont besoin de revenus supplémentaires, particulièrement dans le contexte où tout coûte plus cher, le logement notamment, la facture d'épicerie, Internet, tout a explosé, le prix de l'essence. Il faut être capable d'avoir une aide pour tous les aînés. Si tu ne prends pas l'habitude de saines habitudes de vie au début de la retraite, ben c'est pas vrai que tu vas prendre des habitudes à 75 ans et plus, au contraire. L'impact, il est énorme. Il faut que les choses changent. D'ailleurs, le Bloc québécois a déposé un projet de loi par ma collègue Andréane Larouche qui a un bel impact, qui est même rendu qui a été adopté en 2e lecture et en comité parlementaire. On a entendu des experts, on a entendu la FADOC et bien d'autres venir parler de l'importance de augmenter le revenu des aînés, de mettre fin à cette disparité-là et d'avoir une réflexion aussi sur comment les aînés, ceux qui travaillent, ne se font pas enlever de la poche gauche qui travaillent dans la poche droite. Parce que souvent, le revenu de travail va être coupé en supplément de revenus. Oui, c'est ça. Et ça ne fonctionne pas et c'est un frein. Les aînés ne veulent pas aller sur le marché du travail en partie pour ça. Puis moi, je pense que ça fait partie de la santé aussi mentale, puis l'intérêt des aînés, s'ils sont davantage sur le marché du travail, ils vont être davantage actifs et vont être plus en santé. Et les aînés ont le goût de ça. Mais en même temps, c'est un cercle vicieux en même temps. Tu sais que, bon, les aînés, oui, qu'il y a un retour au travail, on vient aider à la pénurie de main-d'œuvre, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Cependant, le fédéral pourrait très bien dire, OK, les aînés retournent au travail, donc ça veut dire qu'ils sont encore en santé pour travailler. Alors, on va augmenter la pension. Au lieu d'avoir la pension à 65 ans, on va augmenter ça peut-être à 70 ou 75 ans parce qu'ils sont aptes à retourner au travail. La pension comme telle, si on parle, c'est la riche des rentes qui va la gérer, puis il y a déjà une flexibilité là-dessus, c'est du côté du Québec. Après ça, cette réflexion-là, effectivement, doit être faite en fonction de la capacité des aînés, mais ça demande une grande flexibilité, même pour les employeurs. Parce que travailler 5 jours semaine, 40 heures semaine ou davantage, cette capacité-là n'est plus là, en tout cas dans la plupart des cas. Est-ce qu'on peut offrir des 2 jours par semaine? Est-ce qu'on peut offrir, au lieu d'être des journées de 7-8 heures, des journées de 4-5 heures? Sur quelques journées dans la semaine, mais pas toutes. Déjà là, ça peut faire un énorme impact pour les entreprises, mais aussi pour les aînés. Il y a toute une expertise, un savoir-faire, une transmission de la connaissance qui peut s'opérer. Mais même ça, actuellement, c'est pas intéressant pour les aînés parce que le sentiment qui est généralisé, puis moi, je fais des tournées de consultation. Cette semaine, j'étais du côté de Barrault. La semaine dernière, on était du côté de la Sarre. Pour poursuivre ça, on était du côté d'Amos. On l'avait fait au printemps l'année dernière, mais on a fait Sainte-Germaine-Boulay, du côté d'Autier-Nord, du côté de Témiscamingue, du côté de Ville-Marie, du côté de Baudry. Il va y avoir Rouyn-Noranda prochainement. Puis même, on va essayer d'en faire une autochtone du côté de Picogan avec les aînés. Il y a un comité aîné. Je suis curieux d'aller prendre le pouls de ce côté-là. Le besoin, c'est le sentiment, en fait, c'est que non, nous, si on va travailler, on le perd. Fait que, bref, ça doit changer, mais le besoin de base, c'est plus de revenus pour nos aînés qui n'ont pas les capacités d'avoir un revenu supplémentaire. Parce que même le beau chèque préélectoral qui a été donné pour les aînés de 75 ans et plus, 6 mois plus tard, ils ont eu la belle surprise de voir que l'impact que ça a eu sur leurs impôts. Donc, il fallait qu'ils payent de l'impôt là-dessus et l'impact que ça a eu sur la sécurité du revenu. Fait que l'année d'après, ils ont été coupés parce que leurs revenus, on considérait qu'ils avaient eu un revenu. C'est ça. Ben là, c'était une belle surprise empoisonnée, ça. Ben, tout à fait. Mais en loin de l'élection, le gouvernement,
les élections sont dans 2-3 ans, personne ne va se rappeler de ça. Mais nous, on a eu à gérer ça au bureau, là. Les frustrations des gens, et elles sont légitimes. Il faut augmenter le revenu des aînés, et j'espère que ça pourra faire partie du budget. Mes attentes, comme je disais, sont très faibles de ce côté-là. Mais pour le Bloc québécois, c'est un aspect important. Vous avez nommé tantôt l'aspect du logement, l'énoncé budgétaire de l'automne. Et pour moi, c'est une vraie farce parce qu'on a monopolisé du temps en chambre, mais on n'est pas allé au bout de ça. Donc, la ministre a fait des belles annonces pour régler la crise du logement. Il y avait même un projet de loi qui a été déposé en début de session, donc à la fin septembre, dans lequel on annonçait notamment la fin de la TPS sur la création de logements locatifs. Mais tout ça n'est pas allé au bout du processus réglementaire législatif. Donc, il n'y a rien de ça qui a été concret. Puis, les annonces du fédéral dans l'énoncé budgétaire qui nous disent qu'ils vont revenir, là, ben, c'était des promesses qui étaient faites à partir de 2025-2026 et plus. Donc, un moment où le gouvernement libéral sera probablement même plus là, si on se fie aux intentions de vote actuelles, ils vont être complètement tassés. Donc, ils font des engagements qui ne répondent pas à la crise actuelle, qui ne répondent pas aux besoins des gens qui ne construiront pas de logement. On pèle complètement par en avant et on met ça dans la cour de l'autre. Qui aura probablement une stratégie différente aussi. Donc, on fait perdre du temps à tout le monde. Et là, si ce qu'elle annonce là, en fait, si on suit à son annonce, va être calqué, parce que l'énoncé budgétaire aurait dû être adopté. Si les libéraux auraient mis le temps qu'il fallait faire en chambre, puis que les conservateurs n'avaient pas fait l'obstruction qu'ils font, parce que s'obstiner comme ça, comme ils font, puis d'obstruer le Parlement, est payant pour eux. Il montre que le gouvernement libéral est dysfonctionnel. Donc, changer de gouvernement. Parce que nous, on ne sera pas dysfonctionnel. C'est une tactique. C'est une tactique politique qui fonctionne actuellement, mais qui n'aide pas les gens. Qui font en sorte que les gens, non seulement les propositions sont très timides, n'aident pas actuellement, mais en même temps, avec l'opposition des conservateurs, ben là, les libéraux vont dire hey, c'est de la faute aux autres, ils n'ont pas voulu le faire. On est dans un contexte dans lequel, finalement, il n'y a rien qui se passe parce que le système fédéral ne fonctionne pas. Et, conséquemment, ben, on n'aide pas les gens à construire du logement, puis ce logement-là adapté aux besoins qu'on peut avoir dans une région comme la nôtre, en Abitibi-Témiscamingue. Les problèmes demeurent. J'étais à une présentation statistique hier du côté de Rouyn-Noranda, d'une étude de Stéphane Grenier, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom de famille, mais de l'UQAT. Puis le taux d'inoccupation est dérisoire. On ne construit pas de nouveaux logements, on ne s'adapte pas et tous les problèmes que ça engendre aussi dans notre population. Mais ça fait quand même longtemps là, que ça persiste en Abitibi. Oui, c'était un des premiers sujets qu'on avait dans l'émission Sens politique. Oui. Comment que c'est important. Mais il n'y a pas eu de solution concrète qui est bougée du gouvernement fédéral. Donc, on les ramène dans le contexte du budget. Peut-être, peut-être pas. Mais comme je vous dis, c'est pelleté dans 2 ans ou plus. Et là, ben, on va passer à côté des besoins immédiats des gens. Puis l'argent à Ottawa, il y en a. Les moyens de faire, il y en a. Et donc, ben, pour moi, c'est de rire du monde. Fait que j'ai bien hâte de voir ce budget-là. Mais du côté du logement, moi, l'attente que j'ai, ben, c'est effectivement d'un réinvestissement majeur, d'envoyer des sommes à Québec, puis qui vont pouvoir distribuer cet argent-là en fonction des besoins qu'on a. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas d'attente. Puis justement, ça n'a pas bougé cet automne. Ça n'a pas bougé pour l'énoncé budgétaire. Il n'a pas été appelé, là, même en 2024. Là, on n'a pas reparlé de ça pour aller l'adopter rapidement. Donc, si le Parlement n'adopte pas un énoncé économique, donc un projet de loi d'autorisation de dépenses, ben, le gouvernement ne peut pas dépenser ces sommes-là parce que ce n'est pas approuvé par le Parlement. Donc, on a parlé à travers notre chapeau. Est-ce que là, on refait la boucle dans l'énoncé économique? Ben, tout ce qui existe dans le budget, tout ce qui existe n'existe plus pour ça. On se croise les doigts qu'il va y avoir une approche qui va être différente et beaucoup plus efficace. Mais comme je dis, mes attentes sont très limitées parce que la critique qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont trop dépensé. Puis les conservateurs ont le vent des voiles. Donc, dans les attentes principales, donc on a justement d'augmenter la part des aînés. Oui. On a le logement, là, de sévir rapidement là, pour qu'il y ait des nouveaux logements, des nouvelles constructions qui se fassent. Quelles sont les autres attentes? Bien, de s'assurer de respecter les champs de compétences des provinces. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Et du côté, un des enjeux au niveau fédéral, c'est quand on dit « mêlez-vous de vos affaires », bien, une de leurs affaires, c'est l'accueil des réfugiés. Oui. Et le Québec a accueilli, à cause de la brèche du chemin Roxham, une très large part. Plus de 50-60% pratiquement de tous les réfugiés du Canada est au Québec. OK. On rappelle qu'on est à peu près 22,5% de la population canadienne. Donc, 22% accueillent 58%. En plus du défi de l'intégration de la langue, d'avoir une immigration, pour moi, une immigration réussie, ça veut dire d'être capable d'accueillir les gens dans un logement décent. Oups, on est en pénurie de logements majeur. Est-ce qu'on est capable d'accueillir
plus que notre part, dans un contexte aussi du défi du panier d'épicerie coûte très cher, l'inflation qui a galopé, etc., bien, le Québec a toute la pression de ça. On évalue là, à pratiquement 1 milliard les sommes supplémentaires là, sur une courte période de 3-4 ans, supplémentaires que Québec a dû payer pour l'accueil des réfugiés, qui est une compétence du gouvernement fédéral, et qui a refusé de payer. Donc, c'est un sujet qu'on ramène souvent en période de questions et on réclame ce milliard-là de la part du gouvernement fédéral. Mais pourquoi que le fédéral a refusé de payer quand c'est son rôle, c'est son mandat, c'est dans sa cour? À un moment donné, je pense que les Québécois, s'ils voyaient tout ce qui se passe à Ottawa, je pense qu'on serait souverain depuis longtemps. À un moment donné, il y a ce regard-là qu'on doit être capable de porter. On envoie la moitié de nos taxes et nos impôts. Quand il y a une responsabilité, ils ne les prennent pas. Et après ça, ils nous disent qu'on fait de la chicane. À un moment donné, il y a un respect qui est à faire. Mais dans cet enjeu-là, le Bloc québécois fait au front la revendication de dire, là, vous avez de l'argent qui vous devez faire parce que c'est votre responsabilité. Vous devez prendre votre responsabilité et transférer à Québec. En santé, quand on parle de transfert en santé, le gouvernement fédéral n'est pas obligé de le faire. Là, on parle du déséquilibre fiscal. Il perçoit trop d'impôts pour ce qu'il dépense. Parce que les réelles dépenses en santé, en éducation, les rôles des villes, c'est des responsabilités des provinces. Donc, Ottawa se donne un beau rôle, mais qui est complètement hypocrite. On est généreux, on envoie des chèques. Non, ils perçoivent trop d'impôts de notre argent et ne le réinvestissent pas quand c'est ses responsabilités à lui. À un moment donné, il va falloir qu'on se tente de ça, puis ça, ben, c'est l'indépendance. C'est pas actuellement sur la table, bien qu'il y ait une montée quand même assez intéressante du Parti québécois de ce côté-là dans les sondages, mais ils présenteront leur option du côté de Québec en attendant notre rôle. Est-ce que cet argent-là peut revenir dans les coffres du gouvernement du Québec? Parce qu'on l'a vu, l'annonce du budget d'hier là, à Québec, là, cette semaine. C'est très fragile, l'économie au Québec, notamment parce qu'il y a ce déséquilibre fiscal-là, parce qu'Ottawa ne paye pas ses responsabilités. Si justement il y avait 1 milliard de plus, ben, on n'aurait pas 11 milliards de déficit. Déjà là, on en aurait 10. Et ça ferait un impact pour les investissements dans les champs de compétences, notamment la base qui a été donnée par Québec, la santé et l'éducation. Maintenir les services est déjà très difficile pour Québec. Ottawa est en mode de ne pas payer sa part. Et ça, tu ne peux pas demander ça à une famille, là. Si tu as des responsabilités envers tes enfants, puis tu dis, ben non, moi, je ne paierai pas pour ton épicerie cette année. Je ne paierai pas pour tes frais de scolarité. Ça ne me tente pas. Ben, arrange-toi avec ça. Va voir le voisin. C'est pas de même que ça marche en vie. Ça peut pas marcher comme ça pour un Mais les autres provinces, est-ce qu'ils vivent un peu la même situation que le Québec? Ben, dans le contexte des réfugiés, ben, si tu as 58 qui s'en vient au Québec, le reste sont éparpillés. 80 de la population, un peu moins, à pouvoir gérer moins de 40 des demandes. Fait que ça a beaucoup moins d'impact. Et évidemment, dans ce contexte qu'on connaît de la pénurie de main-d'œuvre, ben, c'est davantage ces gens-là qui vont aller dans les services et de l'économie tertiaire. Là. Peut-être que ça répond à un besoin, puis ça crée moins de friction que Québec. Mais pourquoi l'autre enjeu, c'est la capacité d'accueil, mais aussi d'apprentissage de la langue française. Pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Si on n'est pas capable de prendre le temps avec les gens de bien les accueillir, d'offrir des conditions de logement décentes, des occasions d'emploi, des occasions, bien, on ne fait pas la francisation. Non. Il faut les encadrer aussi. Il y a ce besoin-là de construire un vivre ensemble au Québec qui est fondamental, notamment par la langue française. Et les budgets ne sont pas suffisants actuellement. Il va falloir que le fédéral aussi permette d'avoir davantage de budget en francisation. Ça, mon collègue Mario Beaulieu est venu aussi du côté de Val-d'Or puis de Rouyn-Noranda le mois dernier, notamment parler comment que le fédéral, depuis des années, empiète dans le Québec en donnant plus de services aux anglophones. Mais l'équivalent ne se fait pas pour les Français hors Québec. Et ça me questionne aussi énormément. Donc là, on a parlé d'ingérence, on a parlé d'aînés, on a parlé qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de transfert vers le Québec au niveau des nouveaux arrivants. C'est ça. Fait que donc, au niveau des réfugiés. Et les logements. On a parlé des logements aussi. Donc, toi, tu as 5 demandes cruciales. Bien, moi, je m'inscris dans ces demandes-là du Bloc. Donc, mais je trouve important comme parce que tu soutiens là, justement les demandes du Bloc, mais toi, tu en as des demandes ici en Abitibi. Bien, je trouve ça important de le faire. Je trouve ça important que ça apparaisse dans les revues de presse, que ça apparaisse dans les besoins, qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a des besoins particuliers. Évidemment, celui qui me choque particulièrement, puis on en a parlé en début d'émission, c'est l'inaction face aux producteurs agricoles.
Je pense que dans la vie, on devrait être beaucoup plus généreux. On devrait investir parce qu'il faut développer ce qu'on appelle depuis toujours les circuits courts. La capacité de développer un réseau d'alimentation qui favorise nos producteurs locaux et nos transformateurs agroalimentaires. Comment qu'on pourrait avoir davantage de produits de l'Abitibi-Témiscamingue dans nos épiceries? Pourquoi qu'on n'a pas d'abattoir financé par le gouvernement, les gouvernements en Abitibi-Témiscamingue? Moi, c'est quelque chose, à un moment donné, je pense que ça pourrait être 100%. Le Yukon, là, il y a un abattoir mobile, puis c'est propriété du gouvernement, du territoire du Yukon. Bien, cette formule-là pourrait s'appliquer en Abitibi-Témiscamingue, qu'ils prennent la gestion des risques, puis que nous, on développe une économie à travers ça. Parce qu'il va y avoir des nouveaux producteurs agricoles, il va y avoir des nouvelles productions. On fait vivre l'économie des villages, on fait vivre la diversité agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue. On amène des opportunités de transformation parce qu'il y a des infrastructures, notamment celle d'un abattoir là, dans le contexte mobile, qui génèrent ça. Le gouvernement est capable de percevoir des taxes et des impôts sur tout ce qui se fait comme production et comme vente. Dans les dépanneurs, s'il y a plus de gens qui s'installent, s'il y a, on achète dans nos épiceries une viande de l'Abitibi-Témiscamingue, Colin, whoops, on paye des taxes là-dessus. C'est le gouvernement va faire son argent, assurément. Le producteur ou le gestionnaire de l'abattoir n'a pas cette même capacité-là. Puis on y met toute la pression au monde avec des programmes qui sont mal adaptés puis qui ne peuvent pas avoir plus que 50% d'argent gouvernemental, etc. On a vu des pros, finalement, annoncé dans les dernières semaines qu'ils n'iront pas de l'avant avec leur projet d'expansion puis que finalement, ils allaient vendre leur abattoir de proximité qui était du côté, le seul abattoir qu'on avait en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on recule de ce côté-là, puis ça, pour moi, c'est un problème. La sécheresse qui a été vécue, le peu d'aide qu'on a donné aux producteurs agricoles, à un moment donné, ça doit changer. Donc, le premier point que j'ai mis, c'est celui-là. Le deuxième, pour moi, c'est le développement de la filière batterie en Abitibi-Témiscamingue. Donc, la venue de François-Philippe Champagne était dans cette opération séduction-là pour le gouvernement fédéral, mais qui met de la pression pour qu'on puisse développer la transformation en Abitibi-Témiscamingue, qu'on arrête d'investir de la surenchère avec les autres pays, mais qu'on développe notre chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques stratégiques notamment, mais de transformation, puis qu'on les fasse plus verts avec une expertise, qu'on crée des emplois de qualité, un des beaux objectifs, mais qu'on le fasse en région, à proximité de la mine. Il y a une logique environnementale, il y a une logique économique là, mais aussi d'avoir un produit de qualité qui correspond aux besoins du 21e siècle. Donc ça peut partir de l'Abitibi-Témiscamingue, mais ça prend une volonté gouvernementale de ce côté-là. Il y a des besoins aussi au niveau des services. Moi, ça me fâche tellement qu'il n'y ait pas de bureau de passeport en Abitibi-Témiscamingue rapide. Les gens sont obligés d'aller à Gatineau, à Montréal, ou même, Témiscamingue. Moi, j'ai des gens qui sont allés du côté de North Bay. Ils sont un peu plus proches que nous, mais en même temps, c'est une problématique. Comment ça, les gens sont obligés d'aller en anglais se faire servir plutôt que le faire en Abitibi-Témiscamingue? Il y a une disparité là qui me choque, mais au niveau des services, ils pourraient se créer, puis ça, on les revendique. On a eu des rencontres avec les différents cabinets pour des projets pilotes en immigration, notamment. Des données biométriques, les gens sont obligés d'aller voir un médecin ailleurs qu'en Abitibi-Témiscamingue parce qu'il n'y a pas de médecin qui reconnaisse ça. Pour moi, ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est une problématique. À un moment donné, il va falloir soit assouplir la réglementation fédérale ou offrir des services en région qui permettent de le faire. Parce que c'est leur responsabilité au niveau des services aux entreprises, des services au niveau des nouveaux arrivants. Est-ce qu'on peut aller dans les bureaux de Service Canada et d'avoir un échange avec une personne? Parce que des fois, obtenir la ligne, c'est pas possible. Puis des gens qui n'ont pas la même connaissance de la langue, si tu n'as pas l'aspect du non-verbal, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, des services gouvernementaux en région fait partie encore de nos revendications, particulièrement celui des passeports, mais aussi en immigration. Puis c'est des projets qu'on a échangés avec eux. Qui sont majeurs de ce côté-là. J'aurais pu nommer l'aspect de la présence militaire en Abitibi-Témiscamingue qui pourrait être augmenté parce qu'on a cet accès-là au nord, parce qu'on a encore de la neige quand même chez nous plus qu'ailleurs. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir tout un programme d'entraînement des militaires pour des sauvetages dans les régions nordiques? Est-ce qu'on peut avoir ce rôle-là en Abitibi-Témiscamingue quand il arrive une catastrophe dans le nord, de pouvoir s'y rendre un peu plus parce que nos gens de l'armée vont être formés puis un peu plus proches du nord. Tout ce volet-là pourrait se développer par nos aéroports, notamment. C'est des choses comment est-ce que ça a été perçu par ton parti, ça? C'est quelque chose qui est bien reçu dans le sens qu'on
C'est comment le fédéral, les ressources, les Québécois qui sont dans l'armée puissent travailler aussi chez eux. C'est sûr qu'il y a un campus important du côté de Saint-Jean, il y a un campus important du côté de Bagotville au niveau de l'aviation, mais sinon, les ressources sont davantage dans d'autres provinces qu'au Québec. Ça, il y a une inéquité aussi encore dans l'armée. Est-ce que nous, on peut jouer un rôle dans ce cercle-là? Tu sais, le North Bay a tout le volet du NORAD, donc on n'est pas tellement loin. Est-ce qu'on peut partager ça? Je pense que oui, l'Abitibi-Témiscamingue pourrait jouer un rôle important de par sa position géographique, mais aussi toutes les relations qu'on a avec les communautés autochtones qui pourraient être aussi favorisées. Le fédéral et le gouvernement canadien est un des seuls gouvernements, en tout cas, qui d'être très loin de la norme de l'OTAN, des pays membres, de dire on investit 2 % de notre PIB dans l'armée. Le Canada est à peu près à 1,8 puis diminue, compresse les dépenses. À 0,8, c'est-à-dire 0,8. Compresse les dépenses cette année au lieu d'investir davantage. Donc, ça fait des infrastructures désuètes. Ça fait en sorte que les pilotes d'avions qui s'entraînent dans l'armée s'en vont s'entraîner au Texas. On a appris ça dans les nouvelles hier ou ce matin. C'est des choses qui sont un non-sens et sur lesquelles on devrait... C'est énormément de dépenses, là, on s'entend? Oui. Ah oui, puis un des autres volets que moi je revendique, il y a mon côté amateur de sport, porte-parole des sports qui ressort, mais pour moi, une qualité de vie, le sport en fait partie. Les saines habitudes de vie, le sport en fait partie. Le fédéral ne fait pas sa part dans la construction d'infrastructures présentement. Il n'y a pas de programme au niveau fédéral pour aider la construction d'infrastructures. Et ça, c'est problématique dans différents endroits sur le territoire. Les piscines ne sont plus accessibles. C'est le cas du côté de Rouyn-Noranda, c'est le cas du côté du Témiscamingue, mais il n'y a pas d'argent pour pouvoir le faire. Des infrastructures sportives au niveau des gymnases, au niveau des autres éléments qu'on voudrait donner accès à nos jeunes, la rénovation des arénas qui ont été construites il y a 50, 60 ans et qui est au cœur des villages pour évidemment la vitalité et de donner accès à ces habitants au niveau du sport, mais aussi des fêtes communautaires durant l'année. Ça peut être utilisé beaucoup plus, mais il y a besoin d'amour dans ces infrastructures sportives-là. Il n'y a pas d'argent pour ça. On paye la moitié de nos taxes, nos impôts, ça ne revient pas dans les besoins des communautés. Ça, pour moi, c'est un problème. Mais aussi nos jeunes athlètes. Quand on est en Abitibi-Témiscamingue, si on veut qu'ils se développent et qu'ils deviennent des athlètes qui performent dans leur sport, ils doivent avoir accès à des compétitions d'envergure. Pour nous, en Abitibi-Témiscamingue, participer aux Jeux du Québec ou participer à toute compétition des championnats nationaux dans toutes les disciplines, ça nous demande des chambres d'hôtel. Ça nous demande des frais de repas, évidemment, beaucoup plus élevés, des frais de transport et autres. Il y a une iniquité qui est majeure de ce côté-là. Il pourrait y avoir des crédits d'impôt à faire aux parents pour pouvoir permettre d'aider à compenser pour les dépenses des jeunes athlètes. Ça, c'est une des revendications qu'on a aussi nommées. Aider le développement du sport, mais dans les familles, leur donner un coup de main financier parce que ça nous coûte plus cher développer des athlètes ici. Puis je pense que nos athlètes pourraient être aussi bons que les autres s'il y avait les mêmes chances d'infrastructure, mais aussi de participer, d'avoir accès à ces compétitions-là. Mais tu dis les mêmes chances. Si on parle du Québec, le Québec, ils n'ont pas plus d'argent ailleurs dans les autres régions, là. Ça, c'est un frein. Mais nous, notre impact financier est beaucoup plus grand. Puis oui, si tu n'as pas accès à des... Oui, il y a plus, tu sais, je veux dire, des arénas ou des piscines, on en voit, là. Tu sais, la ville de Gatineau a une super complexe sportif pour être allé en tournoi de hockey à l'automne, puis que mon garçon est allé faire une école de hockey là-bas. Un super complexe de gymnase intérieur, de soccer, donc synthétique. Un projet qui a été rêvé à Rouyn-Noranda, qui serait rêvé du côté d'Amos aussi, qui a été réalisé du côté de Val-d'Or, mais 2 grands terrains de soccer synthétiques et 2 arénas, un restaurant au milieu, un petit pro shop. Et ça a été financé notamment par les gens d'affaires là-bas, mais quand même, tu sais, il y a eu de l'aide des gouvernements. Du côté de leur piscine, une piscine 50 mètres, avec une palestre pour la gymnastique, avec des grands gymnases, des locaux pour les groupes communautaires et autres. Tu sais. On a construit ça d'envergure avec un fonds qui s'appelle le Fonds d'investissement municipal rural. Le cœur de Gatineau, urbain de Gatineau, est considéré comme une zone rurale. On parle d'une agglomération de Gatineau-Ottawa de près de 2 millions d'habitants. La ville de Gatineau a à peu près 600 000 habitants. Son cœur urbain, d'une ville qu'on dit dortoir, est considéré, a été payé il y a une quinzaine d'années avec un fonds municipal rural. Wow. Ça ne fonctionne pas. Et moi, quand je dis sont où nos infrastructures en Abitibi-Témiscamingue, ils sont probablement là. Fait que non, oui, il y a une disparité entre les grands centres qui ont vécu des booms économiques versus notre région, que son boom démographique, c'est-à-dire, et que nous, ça fait une 60aine d'années.
Fait que nos infrastructures sont vieillissantes. On a un super bel aréna qui a été construit récemment du côté d'Amos, mais qui avait besoin de ces investissements-là. Bien, c'est vrai partout ailleurs. Et ça a un impact sur nos jeunes, ça a un impact sur nos personnes âgées aussi. Si on n'a pas accès à des piscines dans des heures raisonnables, bien, on ne fera plus ce loisir-là. Puis l'argent qu'on ne dépense pas en sport ou en infrastructure sportive pour les saines habitudes de vie, bien, on le dépense en santé plus tard. C'est fait que ces budgets-là explosent parce que nos populations sont moins en forme, prennent moins soin d'eux, sont moins actives. Donc, il faut être capable de multiplier ça. Puis ça, bien, je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité majeure de ce côté-là. La classe moyenne, on n'en parle jamais. Il y en a de moins en moins de classe moyenne avec l'inflation. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose dans vos attentes concernant le budget? Parle au niveau de la baisse d'impôts et autres, moi, j'ai peu d'attentes de ce côté-là parce que ce qu'on nomme souvent, puis l'énoncé, le budget du gouvernement du Québec le nommait, les rentrées d'argent sont moindres que ce qui est prévu. Donc, je serais très surpris qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais effectivement, dans la lutte, quand on parle d'inflation, moi, une des choses, c'est baisser les taux d'intérêt. J'ai hâte que la Banque du Canada annonce une baisse de son comité directeur. Donc, ça, c'est indépendant du gouvernement canadien. Des baisses d'impôts à court terme dans la situation actuelle, je crois peu à l'impact que ça peut avoir parce que, justement, on met un plaster sur une situation qui est beaucoup plus large. Pourquoi qu'on n'a pas agi sur, justement, dans les épiceries, il n'y a pas eu d'impact. Le grand sommet que François-Philippe Champagne a organisé avec les 5 propriétaires d'épiceries, ça n'a pas eu d'impact. Fait qu'à un moment donné, il faut réviser comment ces monopoles-là ont été installés. Il y avait ça dans la réflexion, mais on n'est pas allé au bout de ça. Comment on peut avoir un impact sur les gens? Bien, c'est aussi d'être capable de donner des conditions gagnantes pour que les gens puissent maximiser leurs revenus, mais aussi, en tout cas, quand je pense à le panier d'épicerie, ben, c'est comment nos producteurs agricoles peuvent donner un meilleur accès. Puis je peux comprendre que tout le monde n'ait pas le goût non plus d'être dans un marché public. Comment que c'est du temps que c'est énergivore en termes de terrain, de temps de vendre ses légumes ou ses produits. Il faut trouver des façons d'être plus rapide, plus efficace. Et ça va avoir un impact chez les gens aussi. C'est déjà terminé? Ça va vite parler avec toi. Je vais le prendre comme un compliment. Ben oui, ça n'est ça n'est un. Ça veut dire qu'on est passionnant. C'est passionnant. On est intéressé à t'entendre. Puis tu sais, je pense que j'ai un impact qui est plus grand que je m'attendais en politique, puis notamment parce que je veux prendre la parole pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sur nos réalités. Puis tu sais, de faire justement des revendications budgétaires propres à l'Abitibi-Témiscamingue, je pense que c'est un moyen concret pour nous de se faire entendre. Bien, tu es notre porte-parole. Autant chez les Autochtones que pour l'Abitibi. Merci beaucoup, Sébastien, de te joindre à nous régulièrement pour nous parler justement de ce que tu fais, de ton rôle, des impacts que ça donne dans la communauté également. On a besoin de ça en Abitibi. On est peut-être une région éloignée, mais on se sent oublié en tant que région, souvent, vu qu'on est éloigné auprès des gouvernements, mais auprès aussi des médias nationaux et tout. Là. Alors, merci d'être là, de nous aider à se faire prévaloir de toutes nos compétences et également de l'innovation qu'on peut apporter justement dans ce monde. On est tellement créatifs en Abitibi-Témiscamingue, on a des moyens. Là. Au Québec, on contribue avec le nord du Québec là, à 10 % du PIB en Abitibi-Témiscamingue. Il faut être conscient de ça. Mais on a à peu près 1,7 % des dépenses. Ça, c'est du côté de Québec. Si on fait une règle de 3, du côté d'Ottawa, 10 % du Québec, on est à peu près entre 20 et 25 % de la population. On est au-dessus de 2 % du PIB du Canada. C'est l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, qui le fait. Puis ça va augmenter. Là. Fait il faut juste être capable d'attirer l'attention. Puis ça, c'est ce que je m'efforce constamment. Puis on est de plus en plus dans des rencontres avec les ministres et les cabinets pour attirer l'attention, peut-être par des projets pilotes, puis revendiquer des services particuliers à l'Abitibi-Témiscamingue, parce que moi, je veux que les choses changent, puis qu'on reconnaisse notre contribution, qu'on investisse dans la région. Moi, des choses qui me font peur en termes de logement, toute la nouvelle du Flying Fly-Out, les gens ne restent plus dans la région autant pour combler les emplois, particulièrement dans les mines ou même des services comme les infirmières. On a vu tout le contexte des agences d'infirmières, mais quand on fait venir une infirmière en agence, non seulement son salaire est beaucoup plus élevé, bon,
tant mieux pour elle. On va payer son logement, on va payer son frais de transport, des per diem, etc. Ça fait en sorte que le coût est beaucoup plus élevé. Puis nous, ben, ça ne fait pas en sorte que les gens habitent le territoire, vont dans nos écoles, participent à la vie communautaire. Et ça, pour moi, c'est une préoccupation importante. Donc, quand on revendique la place d'Abitibi-Témiscamingue et plus de services, ben, c'est notamment qu'il y ait un établissement à long terme des gens vers l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vrai aussi pour les nouveaux arrivants de l'international. Il faut être capable de créer cette opération séduction-là, mais de leur donner des conditions gagnantes à long terme chez nous. Exact. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. C'est fini, c'est la fin de Sens politique. Première saison, mais elle ne sera pas renouvelée cette saison-ci. Alors, j'espère que vous avez apprécié tous les invités qui ont passé justement à la barre de mon micro et que vous avez eu des réponses à vos questions. Et bien souvent, on se pose des questions puis il n'y a jamais de réponse. Alors, j'espère que ça le fait ça pour vous. Alors, merci à vous tous et passez une très belle semaine. Ciao tout le monde.